Et voilà, donc moi on m'a demandé aujourd'hui de faire un point sur l'activité Maastricht 3 régionale. Je me présente rapidement, je suis médecin coordinateur ici au CHU de Lille. Effectivement, il faut bien savoir qu'au niveau du Maastricht 3 dans la région, il y a un certain nombre de centres hospitaliers qui y participent, dont le CHU de Lille, un autre CHU qui est celui d'Amiens également, et puis on verra également en détail les autres centres hospitaliers de la région Hauts-de-France. Je vais commencer par un certain nombre de généralités, mais extrêmement rapides pour dresser un petit peu le tableau, pour simplement signaler que le Maastricht 3 représente une source de donneurs qui n'est pas négligeable, même si il faut retenir que la majorité de nos donneurs proviennent des SME, c'est-à-dire des morts encéphaliques, qui représentent 84% de cette activité. Ce programme Maastricht 3 est rendu possible en France depuis 2014, mais il faut savoir que le prélèvement sur donneurs décédés à cœur arrêté existe depuis longtemps de par le monde, puisque la première greffe, notamment cardiaque en 67, était issue d'un donneur décédé en arrêt circulatoire. En tout cas, elle est possible depuis 2014 et facilitée par l'évolution des lois de bioéthique et des lois éthiques, notamment la loi Leonetti-Claeys, qui est important de rappeler, qui est assez récente au final, qui date de 2016. L'élaboration d'un protocole qui a été réalisé conjointement avec différentes sociétés savantes et groupes de travail et l'Agence de la biomédecine, avec un protocole strict qui nécessite notamment un prérequis extrêmement important, qui est la décision d'un arrêt des thérapeutiques actives. On ne parle pas d'arrêt des soins, on parle bien d'un arrêt des thérapeutiques actives, avec en prérequis donc la nécessité donc d'un consultant extérieur et surtout donc la poursuite des soins de vie. Les établissements qui souhaitent participer à cette procédure Maastricht 3 doivent remplir un cahier des charges qui est extrêmement bien complexe, enfin bien rempli en tout cas. Je ne vais pas m'étendre du tout là-dessus, ce n'est pas mes propos. Je rappelle simplement que c'est encadré par l'ABM, l'Agence de biomédecine, et qu'il y a un certain nombre de formations un peu obligatoires, avec une plateforme de téléenseignement par exemple, qui est mise à disposition pour les gens qui veulent se mettre au Maastricht 3 dans leur établissement. Il y a également la nécessité de passer par un centre de simulation en présentiel, donc sur 2 jours. Et donc il y a tout un programme de formation organisé et est en gestation également un programme de gestion de la CRN au niveau de l'Agence de la biomédecine. En ce qui concerne ce protocole, que je ne détaillerai pas, vous voyez qu'il est sur la partie droite de la diapo. Ça a évolué au fil du temps, et notamment par exemple au niveau de l'évaluation des critères d'âge inférieur à 71 ans en 2018. Il y a eu une modification également des délais d'ischémie froide en ce qui concerne les reins. Pour le foie également, ça s'est modifié il y a quelques années également en fonction de la cinétique des transaminases, avec la possibilité malgré tout de pouvoir prélever le foie en le mettant sur les machines à perfusion ex vivo. Et puis enfin, l'évolution, la dernière, c'est la possibilité donc de faire un prélèvement de pancréas, organes ou îlots, et ça c'est depuis 2018. Alors, le programme Maastricht 3 en France, alors je vais commencer un petit peu par détailler un petit peu ce qui se passe en France, mais rapidement, parce que mes propos sont surtout pour la région, mais il faut savoir quand même que, vous voyez sur ce diagramme de 2015 à 2025, l'évolution du nombre de centres en France qui ont été ouverts. Il y en avait très peu en 2015, le programme commençait, on arrive à 60 centres hospitaliers dans toute la France en 2025, ce qui a permis, depuis l'ouverture de ce protocole, plus de 4000 donneurs ont été prélevés. Voilà, et 1640, plus de 1640 ont pu bénéficier de la prélèvement d'au moins un organe. Ça représente donc 16% de l'activité de prélèvement d'organes en France. Ce sont des patients qui, par ailleurs, ne passaient pas de toute façon en mort encéphalique. Donc vous voyez, c'est une manne d'organes qui est relativement important et très intéressant. Alors pour la région des Hauts-de-France, j'ai fait une petite cartographie avec les dates d'ouverture des centres. On a une activité, somme toute, qui est très intéressante et avec une certaine expérience, puisque le premier centre, à Lille en 2017, mais très rapidement d'autres centres se sont ouverts. Vous les voyez détaillés sur cette diapo. En vert, vous avez des centres qui sont susceptibles d'ouvrir incessamment sous peu, certainement l'année prochaine, qui sont Maubeuge, Dunkerque ou Lens encore. Tous ces centres font du prélèvement d'organes, foie, reins et poumons, parce qu'on peut prélever les poumons, sauf Roubaix qui ne fait pas de poumons pour l'instant.
Cette activité M3 au niveau régional est très intéressante, je vous l'ai dit, de par son activité et sa place en France, puisque en termes de recensement, sur ce diagramme, vous avez la comparaison des différentes années et des mois. Vous voyez que le taux de recensement pour les Hauts-de-France en décembre 2024 et 2025, on était à peu près à 14,4 recensés par million d'habitants pour la région Hauts-de-France, alors qu'elle est pour la France la moyenne de 11,6. Donc on a un niveau supérieur en termes de recensement, et donc on est fort d'une activité reconnue à l'échelon national. Tous les recensés, bien évidemment, n'évoluent pas vers un prélèvement d'organes. Et en ce qui concerne donc le prélèvement, vous voyez qu'on a 5,7 prélèvements par million d'habitants, également au-dessus de la moyenne nationale. Donc on peut se féliciter de cette activité régionale en termes de Maastricht 3. Alors j'étais un petit peu vite sur le diagramme juste avant, mais on voyait bien que malgré tout, le nombre de recensements et de prélèvements avait chuté cette année. On est en septembre et elle avait nettement diminué d'à peu près 50% par rapport, comparativement au mois des années précédentes. Et c'est notamment lié, et c'est le style de cette diapo, à un taux d'opposition qui a fortement augmenté. En France, ça s'est déjà noté largement, puisque vous avez un taux d'opposition qui est progressivement en hausse depuis plusieurs années, puisqu'elle était de 30% en 2019 pour monter à plus de 40% ces dernières années. C'est un taux qui initialement était relativement bas, mais qui se voit augmenter, qui est même supérieur, le taux de refus est supérieur au taux de refus pour les morts encéphaliques. Pour les Hauts-de-France, donc, le taux d'opposition est de 45,3%. Sur le diagramme de droite, vous voyez qu'il est relativement stable au long de l'année 2024. Il est nettement supérieur cette année en 2025. C'est le trait orange, diagramme en haut à droite, trait orange. On est à 55,4%. Donc on a des chiffres de refus qui sont nettement importants. Et vous voyez sur le diagramme en bas à droite, cette augmentation du taux de refus pour la région. Alors là, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, parce que je n'avais pas les chiffres Hauts-de-France global, mais vous voyez qu'on a quasiment doublé le taux de refus depuis 2019. Qui dit augmentation du taux de refus dit une diminution en fait, du taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le taux de recensement par rapport au taux de prélèvement. Vous imaginez bien que plus vous avez un taux de refus, un refus important, plus vous allez avoir moins de prélèvements. Vous avez donc une inversion de la courbe à partir de 2021. C'est le petit trait rouge qui souligne cette inversion de la courbe entre la grise et la jaune. Et vous avez donc un taux de conversion qui n'est pas bon cette année, avec à la fois un taux de refus important, et puis cette année, notamment, là je parle pour Lille, mais des patients qui n'étaient pas prélevables au final, parce qu'ils avaient, alors qu'on avait un accord, mais la famille, le bilan fonctionnel n'était pas bon, ou alors il n'était pas canulable parce qu'ils étaient polyvasculaires. Alors justement, la typologie des patients qui on prélève. Alors en France, je commençais déjà par ça, il faut savoir qu'on a un délai d'admission, un délai de prise en charge pour un Maastricht 3 entre le délai d'admission et la réalisation de l'arrêt thérapeutique d'environ plus de 8 jours, qui est de 10,6 jours en France. Et la majorité des patients prélevés en France sont des donneurs qui ont des lésions cérébrales, bien sûr, c'est la majorité des patients, ces lésions cérébrales post-anoxiques. Notamment après arrêt cardiaque récupéré qui est nettement en augmentation en France. Vous avez sur ce diagramme, sur tableau à droite, l'évolution au fil des années. Et vous voyez que cette population d'anoxie cérébrale post-arrêt représente la grande majorité des patients en France. Ce sont, je vous le répète, des patients qui habituellement n'évoluaient pas en mort cérébrale, parce que l'anoxie cérébrale, l'ischémie cérébrale n'entraîne pas le plus souvent d'hypertension intracérébrale. Pour ce qui est de la région et de la typologie des patients, c'est intéressant de comparer avec les patients français. Alors là, je vous présente au niveau de Lille, mais je vais vous présenter également les autres centres hospitaliers. C'est la typologie lissée sur plusieurs années, en fait, sur les 2-3 dernières années. On a principalement des hommes ici à Lille. Alors ça, c'est
particularité du prélèvement d'organes en général. Il y a plus souvent des hommes, mais c'est particulièrement vrai pour le Maastricht 3. Donc des hommes à 80%, avec une moyenne d'âge relativement jeune, 48,3 ans, beaucoup plus jeune en tout cas que la moyenne nationale française. Et cette évolution de l'âge moyen a évolué puisque, je vous le dis, en 2018-2019, on a eu cette bascule, puisqu'avant c'était avant 66 ans. À partir de 2018-2019, on était autorisé à faire des prélèvements Maastricht 3 sur des patients jusqu'à 70 ans. Vous voyez, la moyenne d'âge, donc avant 2018, était encore plus jeune, mais elle a augmenté un petit peu après 2018. La principale cause de nos patients prélevés sont de l'anoxie cérébrale et notamment des suicides par pendaison. Lié au fait qu'ici à Lille, bien sûr, il y a le caisson hyperbare qui, en fait, permet l'admission d'un nombre de patients venant des Hauts-de-France de façon générale. Donc on est un peu biaisé dans le sens où on a une catégorie de patients un peu particulière. Donc beaucoup de pendus, d'anoxie post-arrêt cardiaque. Vous voyez, tout ce qui est AVC est relativement rare par rapport au SME, notamment l'AVC ischémique. La durée d'hospitalisation par rapport en France est plus courte chez nous, elle est de 6,6 jours, mais elle est nettement plus longue que la mort encéphalique qui est d'environ 48 heures. Pour les autres hôpitaux de la région qui participent à ce prélèvement Maastricht 3, la typologie des patients et l'origine des décès est un petit peu différente. Je vous l'ai dit parce qu'ici à Lille, on a le caisson, donc au CHU d'Amiens, vous avez en détail sur la partie en bas à droite, donc arrêt cardiaque récupéré. On a pas mal d'AVC hémorragiques, curieusement à Amiens, chose qu'on retrouve nettement moins ici à Lille. En tout cas, ils ont une proportion d'accidents vasculaires cérébraux beaucoup plus importante, avec AVC hémorragique pour 5 patients, AVC ischémique et 4 traumatismes crâniens. Pour le CH de Valenciennes, c'est des arrêts des hypoxies post-arrêt majoritairement, mais on retrouve également des AVC hémorragiques. Et pour le CH de Roubaix, un arrêt cardiaque récupéré. Sur le plan technique, comment ça se passe ? On n'est pas égaux forcément tous au niveau des centres hospitaliers. Ici à Lille, on était parti sur une méthode dite de Sendinger, c'est-à-dire qu'on pose d'abord les désilés, puis on utilise ces désilés pour poser les canules. Voilà, en présence de nos chirurgiens vasculaires, donc souvent les réanimateurs ou les chirurgiens qui font à 4 mains le geste. On s'oriente de plus en plus vers un abord chirurgical direct, puisqu'on a eu quelques soucis techniques que je vais détailler juste après. Pour Douai, c'est les chirurgiens vasculaires qui posent les désilés et les canules. Et vous voyez qu'à Valenciennes, donc c'est une canulation par exemple 100% chirurgicale. Ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, ici dans la région, on était parti sur des méthodes de Sendinger et de plus en plus, on s'oriente vers un abord chirurgical direct, comme d'ailleurs il est de plus en plus préconisé en France et notamment par l'Agence de la biomédecine au regard des différents résultats et des complications. Complications qui ont été lissées un petit peu sur quelques années chez nous, puisqu'on a analysé 133 procédures qui ont été réalisées à Lille et analysé les problèmes techniques, donc entre 2018 et 2024. Et on avait vu qu'il y avait un nombre quand même assez considérable de problèmes techniques, 37 sur la totalité de ces procédures, et majoritairement liés à un poste de la canulation, c'est-à-dire la mise de la canule sur la paroi de Sendinger, et notamment du côté artériel, qui cause véritablement problème. Côté veineux, c'est une veine, c'est souple, ça peut se distendre, il y a beaucoup moins de problèmes par rapport à une artère de patients qui sont parfois polyvasculaires et athéromateux, qui posent des problèmes d'accès par la méthode de Sendinger. Et donc c'est pas anodin comme technique, c'est technique, c'est difficile parfois et c'est source de complications, puisque la survenue d'un problème de canulation, vous voyez en conclusion en rouge, c'est 20% des procédures, donc c'est quand même une procédure sur 5, avec, quand ça survient, un risque d'échec et perte du greffon de 40%. Alors en termes de résultats, je n'ai pas les résultats lillois, parce que bon, il n'y a pas assez matière pour détailler les résultats à Lille, mais ils se calquent tout à fait aux résultats nationaux en tout cas.
ils sont très bons en termes pour les greffes rénales, par exemple. Il y avait cette première étude qui avait été menée en 2018 sur une comparaison des greffons issus de Maastricht 3 ou de SME de moins de 66 ans, avec donc une cohorte de 291 patients, et montrait de façon significative, alors que c'était des populations relativement courtes, donc il y avait une force assez importante au niveau probabilité, de dire qu'effectivement, il n'y avait pas de... Le rejet primaire du greffon en fait, ne changeait pas véritablement par rapport à la mort encéphalique, mais par contre, on avait un retard de reprise du greffon qui était nettement moindre que la mort encéphalique. Et puis cette deuxième étude de 2015 à 2020, qui expliquait également, qui retrouvait également les mêmes chiffres à peu près. La non-fonction primaire du greffon était relativement faible, 3%, et identique à ceux pour les donneurs en état ME. Le taux de reprise retardée de fonction du greffon il avait un petit peu augmenté sur cette série-là, on était à peu près à 15%, mais il était significativement plus bas en tout cas que les donneurs en état de mort cérébrale, en état de mort encéphalique à critères standards ou élargis. Donc des très bons résultats pour le rein et pour le foie, la greffe hépatique. Donc cette étude menée en 2018 qui montrait des résultats avec des survies à 1 an qui avoisinaient plus de 90%. On avait montré l'absence de syndrome de reperfusion au moment de la greffe, c'est-à-dire une chute de tension de plus de 30% avec des répercussions sur un risque de rejet qui n'existe pas pour le Maastricht 3 lié à l'utilisation de la CRN. Voire de la retransfusion ex vivo, et les dysfonctions précoces du greffon qui étaient rares et modérées. Donc, à Lille, on retrouve, qui est le centre de greffe ici, retrouve à peu près les mêmes résultats. Donc, c'est pareil, des résultats qui sont identiques aux critères élargis pour les états de mort encéphaliques. On parle du prélèvement d'organes, mais il ne faut pas oublier que le Maastricht 3 est source également de donneurs de tissus. Comme ce sont de nouvelles sources de donneurs, c'est intéressant parce qu'on peut prélever pas mal de tissus. Alors là, c'est des chiffres nationaux. Mais vous voyez que le programme Maastricht 3 en France a permis de prélever un nombre important de tissus également qui vont être utiles, notamment pour les cornets par exemple, ou les autres tissus ici qui sont détaillés dans ce tableau. Il ne faut pas oublier qu'on peut prélever effectivement pas mal de tissus, en sachant qu'il y a pas mal de suicides, donc il y a des obstacles médico-légaux avec des OML, etc. Donc il fait que la peau, par exemple, est un peu moins prélevée que pour les morts encéphaliques, qui reste une contre-indication en cas d'OML. Un petit mot pour le Maastricht 3 pédiatrique, parce que ça va être des nouveautés assez rapidement. Il y a un groupe d'experts qui a été mandaté par l'Agence de médecine, dont le groupe francophone de réanimation d'urgence pédiatrique, le GFRUP, en fait partie, qui ont travaillé sur voir la possibilité de faire du Maastricht 3 chez les enfants. Voilà, ils ont édité des recommandations, notamment deux articles, un avis éthique, un avis technique. Et ça a été présenté à l'Agence de médecine qui ont dit qu'effectivement on va pouvoir faire du Maastricht 3 pédiatrique avec l'élaboration d'une procédure. On est à la version V10, la dernière version de 2023. Donc ça va concerner les enfants de plus de 5 ans et de 20 kilos. Pourquoi ? Parce que en fait, ce sont des greffes qui seront destinées à des adultes et non pas à des enfants. Donc en dessous, ça sera techniquement trop difficile. Voilà, et pas en nombre insuffisant. Et ce ne sera que des cérébrolésés. La potentialité est assez pauvre, puisqu'ils ont estimé qu'il y avait à peu près 1 à 2 prélèvements par centre en France. Donc c'est relativement insuffisant. Il faut savoir que la liste pédiatrique est assez petite, malgré tout en France, donc on n'a pas des besoins énormes, notamment pour les enfants. Fichier partagé, alors il y avait le groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique avait souhaité, auprès de l'ABM, d'avoir un fichier partagé national avec un retour d'expérience de tous les centres, mais malheureusement, ça n'a pas été retenu par l'Agence de la médecine, ce qui est vraiment dommageable. En ce qui concerne les différentes étapes à Lille, il y a un groupe de travail qui est formé avec chirurgiens, réanimateurs pédiatriques,
les cardioperfusionnistes, les anesthésistes, etc., notamment pour travailler ce protocole local en fonction de ses exigences voilà, locales et des contraintes techniques. Il manquera une lettre d'intention qui sera envoyée à l'Agence de la biomédecine et certainement une convention qui pourra être écrite dès 2026 pour le CHU de Lille. Prélèvement cardiaque, ça sera une de mes dernières diapos. Prélèvement cardiaque, alors ça c'est également dans les petits papiers de l'Agence de la biomédecine, mais on a une visibilité, enfin pour ma part j'ai une visibilité qui est assez pauvre. Je sais qu'il y a un protocole technique qui est mis en place depuis quelques années avec pas mal de centres hospitaliers qui y participent. Donc c'est un protocole scientifique avec des prélèvements cardiaques qui sont réalisés chez des patients Maastricht 3 pour lesquels est prélevé un poumon. Ce sont des cœurs qui vont être mis ensuite sur machine, puis faire une analyse fonctionnelle de ce greffon. Donc ça a commencé en 2020. Il y a eu quelques cœurs de prélevés dans ce cadre-là et qui donnent de très très bons résultats, visiblement, puisqu'ils sont tous a priori transplantables, en tout cas d'après les experts qui ont analysé ces cœurs. Donc ça nécessitera de mettre une ECMO dans le thorax directement. Donc il faut imaginer qu'on va faire, ça serait de faire un arrêt des thérapeutiques au bloc opératoire directement et non pas en chambre de réanimation, de clamper les vaisseaux supraortiques cérébraux, parce que c'est sûr que si on remet en charge le cœur, on risque de revasculariser le cerveau, et puis mettre donc une CRN, d'après ce que j'ai compris, une CRN thoraco-abdo. On en saura certainement plus, parce que je crois que ça évolue assez vite, ça progresse assez rapidement, et je pense d'ici 1 an ou 2, on devrait avoir un protocole qui devrait sortir par l'Agence de la biomédecine. Voilà, je vous remercie.